ondes radio, c'est de la lumière. Ce sont des ondes électromagnétiques qui se propagent dans l'univers. Les astres de l'univers émettent des ondes électromagnétiques et notamment des ondes dans le domaine de l'onde radio. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, les ondes de radio traversent la poussière interstellaire et nous permet donc de voir ce qu'il y a derrière, alors que la lumière visible, par exemple, ne peut pas le voir. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous apporter des données très très importantes pour bien sûr comprendre l'univers. Voilà, je suis là. D'ailleurs, c'est même ma photo, là, je suis très content parce que ça fait son petit effet toujours là. Voilà, donc, en plus, vous imaginez bien que j'en rêvais depuis au minimum 25 ans d'aller voir ça. Au minimum. Donc voilà un petit peu, on voit très bien le Y là, il déploie les antennes et donc ils peuvent ensuite gérer le diamètre théorique de ce radiotélescope et ainsi améliorer la résolution. Vous voyez que quand les antennes sont toutes près au milieu, eh ben c'est flou, alors que quand les antennes sont plus à la périphérie, eh ben vous obtenez des détails beaucoup plus précis dans l'imagerie radio. Là vous avez en fait la première image d'un trou noir, en fait, tout simplement. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Bon, là je passe les détails, on voit la structure des antennes, les dimensions qui sont 25 mètres de haut, vous imaginez un petit peu la taille. Donc voilà, et c'est vraiment une construction, et voilà l'image. Voilà l'image. Une des premières images, peut-être que ce n'est pas la première, mais c'est un exemple d'un trou noir. Alors évidemment, le trou noir, comme son nom l'indique, il est noir, donc on ne le voit pas. Par contre, on voit les jets de matière ultra chauffée, extrêmement irradiante, si j'ose dire, qui émettent dans le domaine radio, notamment, il y a aussi le domaine X. Et donc c'est comme ça qu'on a pu voir, en fait, on pense que ici, c'est une galaxie, ça, et bien vous avez, en fait, au centre de tout ça, vous avez un trou noir. C'est un truc qui a plusieurs millions d'années-lumière, pour vous donner une idée, c'est assez faramineux. Et c'est aussi au niveau du Very Large Array qu'on a pu imager pour la première fois le trou noir qui est au centre de notre propre galaxie, hein, qui fait à peu près presque une quinzaine de millions de masses solaires. Je ne sais pas si vous imaginez, hein. C'est-à-dire vous prenez le Soleil, vous prenez 15 millions de fois la masse du Soleil, c'est la masse du trou noir, d'après les calculs. Un truc complètement vertigineux. C'est là que vous prenez conscience que dans l'univers, il y a des trucs qui sont complètement fous. Là, moi, je vous parle de roches, mais en fait, je suis aussi passionné d'astronomie aussi, parce que, évidemment, ça invite au vertige. Ça invite au vertige. Et donc, on pense que toute notre galaxie tourne autour d'un objet de 15 millions de masses solaires qui est là. Et là, vous avez de la matière qui est en train de tomber et de tourner autour du trou noir, autour de ce trou noir qui est au centre de notre galaxie. Et donc on a pu découvrir véritablement cela grâce au VLA dès les années 80-90. Et d'ailleurs ça a valu le prix Nobel à quelques découvreurs il y a 2 ans. Voilà, et donc là vous avez une plaque commémorative qui célébrait les 20 ans en l'an 2000. Donc ça, vous voyez que ça fait 42 ans. Petite pause botanique. Alors par contre, je n'y connais rien en fleurs. Ça ressemble à un cléome, mais bon. Bon, un cléome. D'accord. Ça me fait penser à ça. Eh bien écoute, il est très joli, donc je me suis dit je vais le prendre en photo. Ça nous change des trous noirs. Mais en fait c'est lié, on est bien d'accord. Tout est matière dans l'univers. La matière, c'est ça qui est d'ailleurs assez fascinant. Ma petite pause philosophique, parce qu'il faut, j'ai pas prévu ça. C'est quand même assez fascinant. On part de l'univers où on a des masses qui tournent, des trucs informes, puis finalement, au bout de plusieurs milliards d'années, tout ça va s'agencer et aboutir à cette fleur. C'est quand même assez extraordinaire, quand même. Ou à moi. Moi aussi, je suis bien. C'est ce que je dis aux élèves. Vous imaginez 13 milliards 800 millions d'années et on aboutit à vous? Ah bah dis donc. Voilà, et après, là, alors, il faut bien rigoler. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut obtenir, observer des galaxies grâce à des ondes radio. Ça permet évidemment d'observer d'autres choses. Je rappelle que voilà, là vous avez l'ensemble du spectre de toute la lumière qui peut exister dans l'univers, donc depuis les ondes radio qui sont des ondes longues, les micro-ondes que vous connaissez peut-être pour réchauffer votre café le matin, les infrarouges qui permettent également de chauffer,
La lumière invisible, qui est en fait une très très faible tranche du spectre. Hein, la lumière visible, en fait, c'est la lumière visible par nos yeux. En fait, il faut se rendre compte que si toute la lumière existante de l'univers faisait 2000 mètres de large, imaginez un arc-en-ciel de 2000 mètres de large, eh bien nos yeux ne verraient que 2 mètres. Donc en fait, on ne voit qu'un millième de ce qui existe véritablement. Donc heureusement qu'on a inventé des outils pour essayer de capter le reste que nos yeux ne voient pas. Ensuite, vous avez les ultraviolets qui vous donnent des coups de soleil, les rayons X qui vous permettent de faire des radios, par exemple, et les rayons gamma qui, eux, sont vraiment issus de la radioactivité à haute énergie et qui peuvent éventuellement vous donner des cancers ou peut-être éventuellement soigner quelques maladies si c'est bien ciblé, bien entendu. Bon, voilà un petit peu la petite minute physique, on va dire. Donc on retrouve nos fleurs, évidemment. La région avait un petit peu poussé, donc c'est toujours sympathique, hein, les antennes qui fleurissent. Voilà, pour vous donner une idée de la taille des antennes, on pourrait mettre 2 bus scolaires dans une antenne. Et c'est les bus américains. C'est-à-dire qu'un bus américain, à côté, c'est un minibus chez nous. Voilà, il faut bien avoir conscience de ça. Là, vous avez un gnomon. Pour ceux qui ne connaissent pas les gnomons, vous avez une espèce de tige avec une boule. Et en fait, le soleil projette son ombre ici. Et en fait, suivant, ça vous donne l'heure. Et ça va vous permettre également de faire des prédictions au niveau du calendrier. C'est-à-dire qu'avant l'invention des calendriers modernes, en fait, on faisait avec des gnomons pour pouvoir prédire le temps qui passe, tout simplement. Mesurer le temps qui passe, plus exactement. Voilà, il faut le voir dans la petite boule. Voilà. Et alors, bien sûr, pour les connaisseurs du cinéma, c'est au VLA qu'on a tourné le célèbre film avec Jodie Foster, Contact, adapté du non moins célèbre roman de Carl Sagan, l'astrophysicien américain qui avait écrit ce livre dans les années 80. Et donc, ce film est sorti en 97. À mes yeux, film culte, évidemment, puisque je suis fan de ça. Et donc, c'est là que Jodie Foster s'installe avec ses petits écouteurs pour écouter les extraterrestres. Évidemment, dans la vraie vie, les astrophysiciens ne s'assoient pas dans l'herbe avec un écouteur pour écouter les extraterrestres. Mais bon, c'était bien pour la photo. En tout cas, film que je vous recommande chaudement, si jamais vous ne l'avez pas vu. Très poétique. Voilà, donc pour ce qui est du Very Large Away, donc j'en rêvais et j'ai fait un petit détour de 3000 km pour aller le voir. Ça valait le coup, ça valait le détour. Donc je continue ma petite route. Vous voyez qu'ils n'aiment pas les virages là-bas. C'est bien droit. Et puis là on arrive à un endroit bizarre, où je vous dis tout de suite, je n'ai pas pu y rentrer, parce que c'est interdit. Le Trinity Site. Alors vous voyez un petit peu, déjà vous avez compris, ceux qui comprennent l'anglais, hein, il s'est passé un truc le 16 juillet 1945 dans l'endroit. Voilà ça, simplement, c'est un site de triste mémoire. Ceux qui avaient déjà vu ma conférence sur l'Anthropocène ont déjà compris. C'est tout simplement le site du tout premier essai nucléaire. Hein, c'est la toute première bombe atomique de l'histoire à exploser ici. Le 16 juillet 1945 à 5h05 du matin, je crois. Et effectivement, donc, site de triste mémoire. Donc voilà la chose. Ça s'appelait Gadget. Ils l'ont mis en haut d'une tour. Et aujourd'hui, il y a un obélisque, parce qu'on aime bien ériger des obélisques, c'est un côté phallique sûrement, pour commémorer la chose. Et donc, une fois par an, le site est accessible à la population. Et on peut aller visiter. Donc voilà un petit groupe de visiteurs bien encadrés, je vous rassure. Et en fait, si vous baissez au sol, ben, vous trouvez des pièces de monnaie. Non, je rigole. Non, la pièce de monnaie est là pour les chèvres, vous l'avez compris. Mais on trouve des espèces de petits cailloux verdâtres, là, bizarres, et des petits trous. C'est que ça, c'est moche. Ben, en fait, c'est ce qu'on appelle de la trinitite. En fait, c'est le premier minéral fabriqué, on pense, par l'être humain, en tout cas fabriqué de cette façon-là. Il est également appelé verre d'Alamogordo. Ce verre est composé principalement de sable arcosique, c'est du quartz et du feldspath, mais aussi avec un petit peu de plagioclase, de calcite, d'hornblende et d'ogite. Le tout dans une matrice d'argile sableuse fondue par l'explosion atomique. Donc en fait, c'est une nouvelle roche qui a été créée par l'explosion atomique.
Et tenez-vous bien, je vous ai apporté un échantillon que je vous montrerai à la fin si ça vous intéresse. Voilà. Cet objet, ce petit bout, c'est de la trinitite, d'ailleurs c'est marqué dessus, c'est comme le port-salut. Et donc vous avez ici, ça n'est pas sans émotion, hein, la première fois que j'ai eu ça entre les mains, puisqu'en fait c'est quand même le vestige véritablement de la toute première explosion atomique, et peut-être le vestige de ce qui nous détruira tous, peut-être, hein, j'espère pas en tout cas. Mais alors dites-vous que ça c'est radioactif, hein, c'est-à-dire que là je suis en train de lutter contre la mort pour vous là. Hein. Bon, je vous rassure, c'est faiblement radioactif, hein, mais je ne dormirai pas avec ça, pour vous donner une idée. Voilà. C'est un peu radioactif, alors si jamais vous avez un compteur Gégère, alors il y a un élève, je l'ai montré aux élèves tout à l'heure, et alors les élèves, oh là là, en plus je fais tout un... J'annonce le truc, je vous apporte un truc énorme, un truc fabuleux. Alors il dit, oh qu'est-ce que c'est? J'explique tout. Et alors il y a un élève qui dit, ah mais j'ai un compteur Gégère sur mon smartphone. Je dis, extraordinaire, on va tester le truc. Et alors il va pour l'approcher, ça crépite, qu'est-ce que c'est ce truc? Alors, moi je trouve ça un peu bizarre, peut-être tu pourrais me renseigner, mais ça m'étonnerait qu'un smartphone arrive à détecter vraiment la radioactivité. Je me suis renseigné, il paraît que les capteurs CMOS des appareils photo numériques seraient sensibles à certains rayons gamma et que ça pourrait éventuellement... Alors dis donc si ça crépitait comme le truc là, je commence à m'inquiéter un petit peu pour ma santé. Bon, passons. Donc en tout cas, vous avez ici un échantillon de trinitite. J'ai découvert ça, je ne connaissais pas du tout. Et donc vous pouvez faire de la minéralogie atomique. Bon, mais là c'est à vos risques et périls. Hein. La minéralogie atomique, voilà de près à quoi ça ressemble. C'est du verre. En fait, c'est un peu du verre comme le verre libique que vous connaissez peut-être, c'est-à-dire le verre qui se forme au moment des impacts de météorites. On en retrouve dans le désert souvent de ce verre d'impact. En fait, la météorite tombe à une vitesse folle, 30 km par seconde. L'énergie libérée est colossale, ça fait fondre la roche autour, le sable fond, et le sable fondu, ça donne du verre, tout simplement, et donc on le retrouve. La seule petite différence, c'est que l'être humain, il rajoute un petit peu d'épices pour assaisonner la chose, c'est la radioactivité, évidemment, parce que les météorites qui tombent ne vous apportent que de la roche, en fait, alors que nous, on a inventé une arme absolument diabolique. Juste, le départ, c'était juste un calcul sur un coin de table, hein, Albert Einstein, U égale MC au carré, voilà. Voilà, ça a donné ça. Alors pour la petite anecdote, il faut savoir quand même que l'explosion de Trinity en juillet 1945 a eu quand même des retombées radioactives jusqu'à assez loin. Hein. Donc là, vous avez ici une modélisation du nuage. Et donc, c'était pas tellement bien pour les gens qui habitaient dans le coin, même s'ils n'étaient pas à côté, vous avez quand même des retombées à plus de 100 km. Donc, aujourd'hui, vous avez des associations sur place qui se mobilisent parce qu'ils ne sont pas contents, mais bon, vous savez, c'est un petit peu comme les tours, hein, le pot de terre contre le pot de fer. Voilà, je change complètement d'univers. On s'est arrêté à une petite ville pour faire une pause et je tombe sur un monument romain. C'est extraordinaire, un monument romain. J'adore ça. Alors, vous avez compris que ce n'était pas romain. En plus, c'est même pas du granit, parce que j'ai cru que c'était du granit, mais en fait, c'est de la terre cuite, peinte, pour imiter le granit. Alors, ça va pas du tout, ça. En fait, c'était une ancienne banque du 19e siècle, style Belle Époque. Et effectivement, ça fait son petit effet. C'est pour ça que je vous l'ai mis dans le diaporama. Un peu temple néo-romain. Voilà. Et puis à côté, vous avez le vestige de la locomotive. La Southern Pacific. Donc là aussi, exposée tel monument historique qu'elle est. Bien sûr, c'est un monument historique. Donc très très belle locomotive. J'aime bien les locomotives aussi. Qui circulait sur la ligne qui traversait véritablement les États-Unis jusqu'au milieu. Ça a servi jusqu'au milieu du XXe siècle, hein, cette locomotive. Peut-être certains en ont connu, et comme ça, peut-être pas quand même.
Et donc vous avez ici un très beau vestige de cette locomotive. Et donc voilà la Southern Pacific. Vous avez les différentes lignes de cette compagnie qui desservait essentiellement donc, la côte ouest et qui également traversait les États-Unis au sud de l'Arizona. Et donc la photo que vous venez de voir, elle est prise quelque part par ici. Et puis nous continuons et nous allons traverser la partie la plus au sud de la Sierra Nevada, où on retrouve nos chers granites, toujours les mêmes, qui cette fois-ci ont été complètement érodés de manière un petit peu particulière. Donc effectivement, ça fait des espèces de colonnes. On voit ici, alors là, on n'est plus dans des granites, là. Hein. Là, on est dans des espèces de calcaire qui ont été complètement basculés par la tectonique locale, évidemment. Et puis, on commence à voir la végétation évoluer avec ces premiers cactus. Donc là, ça commence à faire chaud, hein, déjà. Et puis ensuite, on arrive là. On arrive là. Donc là, vous avez alors une petite incartade dans mon circuit, là, puisque, hélas, on n'a pas pu aller jusque-là. Donc les photos que vous verrez là ne sont pas les miennes. Mais je voulais quand même vous en parler parce que c'est quand même extraordinaire. Voilà. Donc c'est White Sands, vous l'avez compris, c'est le sable blanc. Donc vous avez un désert entièrement blanc. C'est quand même assez fou. Sur plusieurs milliers de kilomètres carrés, vous avez ce truc complètement incongru et qui est assez unique. Hein. En tout cas, c'est quand même quelque chose de très très rare. C'est-à-dire qu'il a fallu vraiment une conjonction géologique folle pour aboutir à ça. Donc vraiment, ça c'est quelque chose. C'est très rare. Qu'est-ce que c'est ce sable? Vous voyez ici une photo de satellite, on voit que c'est vraiment très limité. Hein, très limité. Vous avez des nuages ici, donc c'est quand même sur plusieurs, moins de 50 km. Hein. Mais voilà, c'est quand même assez limité dans l'espace. Et en fait, c'est du gypse. En fait, c'est du gypse. Et le problème, c'est que le gypse, on l'a jamais vu en sable. Généralement, le gypse, il n'est pas du tout comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On pense qu'il y a 250 millions d'années, il y avait une mer, en fait, qui recouvrait la zone. Alors, je n'ai pas réussi à trouver exactement la bonne carte, mais c'est pour vous illustrer ça. Hein. Et cette mer, bien sûr, a déposé, évidemment, ce qu'on appelle des évaporites, c'est-à-dire des roches qui se déposent au moment où l'eau s'évapore. En fait, c'est des sels, etc. Et cette mer, ensuite, a disparu. Et tout ceci a fini par se plisser, notamment à partir de 70 millions d'années. Et vous avez ici, alors désolé de la qualité, j'ai pas réussi à trouver un truc de plus propre, là. Vous avez ici des couches qui contiennent le gypse, hein, qui vont être plissées par la tectonique cénozoïque. Puis ensuite, il y a 30 millions d'années, tout ceci va se casser. Je crois d'ailleurs avoir mis un schéma de meilleure qualité ici. Donc ça va en fait à nouveau s'étirer. Vous avez une extension crustale. Vous savez que souvent, après une compression, il peut y avoir une détente qui va à nouveau relâcher tout. Et donc vous avez d'énormes failles normales qui vont former un graben, hein, un fossé d'effondrement, un petit peu comme dans le fossé rhénan par exemple, plus proche de nous, le détroit de Rodez en partie. Et puis vous avez ici en fait les dépôts de gypse qui dataient d'il y a 250 millions d'années, qui vont être lessivés par la pluie, tout simplement. Hein, et donc ils vont remplir un lac ici, et donc vous allez avoir un redépôt de ce gypse. Et puis ensuite, donc, ce lac a perduré jusqu'à très récemment, puisqu'il y a encore 24 000 ans, 12 000 ans, il y avait encore un lac hein, qui a fini par sédimenter ce gypse. Et puis enfin, à partir de 10 000 ans, nous entrons dans l'Holocène, donc la période interglaciaire dans laquelle nous sommes, et ce gypse va être soumis à une intense érosion, avec donc de la pluie et le vent, qui vont remettre véritablement tout ça en mouvement et aboutir à la formation de ce désert complètement incroyable, donc ce désert de gypse. Donc, ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire, et c'est vrai que ça vaut le détour, mais ça n'est pas sans danger, parce qu'il fait extrêmement chaud. L'année où on y était passé, l'année juste avant, il y avait quand même eu un couple qui s'était perdu là-dedans et qu'on avait retrouvé momifié plusieurs semaines après. Vous avez compris qu'il vaut mieux faire attention de ne pas se perdre. Et puis le désert, c'est pas marrant.
Donc du coup, c'est mieux la ville. Non, la ville, c'est pas très bien. Alors, voilà la banlieue d'Albuquerque, pour vous situer, avec ses autoroutes à plusieurs étages, qui m'ont angoissé. Et donc, on arrive à ces fameux cactus que vous avez sûrement déjà vus dans les films, bien sûr, avec des cow-boys et tout ça. Hein. Et puis, vous avez une petite tornade. Là, vous voyez, une petite tornade. Là. Donc, on sent que l'air est chaud, hein, ça reste instable. Et d'ailleurs, l'être humain a su utiliser intelligemment, cette fois-ci, le soleil, puisque, vous voyez, vous avez ici d'énormes centrales solaires à concentration. En fait, là, vous avez un fluide... essentiellement composé d'eau salée, qui circule dans des tuyaux, et donc là vous avez des concentrateurs solaires, un petit peu comme à Odeillo, vous savez, dans les Pyrénées, sauf que là c'est sur 32 km le truc, hein, donc c'est un truc de fou. Donc là, toute la plaine a été remplie par ces énormes collecteurs solaires qui vont mettre en circulation le fluide, et ensuite ça fait faire tourner une centrale électrique. Parce que la Californie, puisque là nous sommes déjà presque en Californie, a énormément investi dans les énergies renouvelables. Ils envisageraient, paraît-il, d'être un jour autonomes. Là, ça c'est encore loin de l'affaire, mais ils peuvent éventuellement se le permettre parce qu'ils ont du soleil et ils ont de la place. Vous comprenez bien que pour faire ça, il faut de la place. Donc évidemment, ça ne se fait pas partout. Voilà. Je continue mon petit périple. On voit très bien ici toujours la bordure de la Sierra Nevada avec ces cactus. Donc là, ça commence à être vraiment aride, hein, vraiment. Hein. Il faisait très très chaud. Et puis donc du coup, là, étions-nous pris par la chaleur, des vertiges ou des visions. Et là, j'ai vu un escalier. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc? C'est quoi cet escalier? Un truc en plus qui mène nulle part. Alors je me suis dit, alors là, vraiment, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, j'ai eu une révélation. J'ai vu Dieu. Non, je rigole. J'ai reconnu l'escalier. Ah, c'est sûr. Vous savez ce que c'est cet escalier? C'est l'escalier de la Tour Eiffel. L'escalier de la Tour Eiffel en plein milieu du désert. En fait, le 1er décembre 1983, la France a remplacé près de 160 mètres d'escalier. L'escalier originel qui connectait le 2e étage au 3e étage de la Tour Eiffel. Tout a été vendu aux enchères pour un prix autour de 60 000 à 80 000 euros équivalent. Donc la section numéro 12 de cet escalier, qui mesure 7,60 m, pèse 3000 kg. Et bien elle a été ensuite revendue aux enchères en 1989 au château de Cheverny. Et c'est un acquéreur américain qui l'a acheté et qui habite ici, ça s'appelle Felicity, le patelin, et ça a été ni plus ni moins que renommé le nombril du monde, le truc. Donc c'est assez, voilà, il paraît que c'est le truc à voir. Voilà, en tout cas on est passé à côté, mais tout, on ne savait pas, et donc je me suis dit c'est quand même assez incongru l'escalier de la Tour Eiffel qui se retrouve là, en plein milieu du désert, ça n'était pas le soleil qui m'avait fait faire des visions. Et finalement on arrive là, on arrive presque à la frontière mexicaine. D'ailleurs, la route s'arrête, d'ailleurs. Et là c'est le vertige. Donc, ce sont les Imperial Sand Dunes. Récréation area, c'est sympa, récréation, ça peut être sympa, parce qu'il n'y avait rien qui était fermé. Et donc, je voulais voir quand même ces dunes, parce que c'est quand même extraordinaire. Là, on se croirait vraiment au fin fond du Sahara ou de la Mongolie. Et donc, on a pu aller batifoler dans les dunes. Ça n'était pas une très bonne idée parce qu'il faisait 50 degrés. Et très rapidement, on s'est retrouvé dans le rouge. Et bien sûr, vous ne verrez pas les photos. Mais j'étais pas en très grande forme, on va dire. Heureusement qu'on avait pris beaucoup d'eau. Parce que, évidemment, voilà, vous avez quand même ces photos assez extraordinaires. Et donc il y a un mec qui galope là au milieu des dunes et qui fait son intéressant avec son petit chapeau. Mais je peux vous dire que là c'était extrêmement caniculaire, on va dire. Imaginez en plein désert, en plein mois d'août. Hein, voilà, imaginez le truc. Mais c'est un paysage fabuleux. Le désert, pour ceux qui n'ont jamais vu le désert, c'est quand même une expérience. Hein, parce que vous avez l'expérience de l'espace, vous avez l'expérience du silence, vous avez l'expérience du temps qui semble ne plus s'écouler. Enfin, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Donc nous sommes ici pour vous situer. Hein, donc c'est
le désert ici de Sonoran. Et donc on est vraiment à la limite, hein, vous le voyez, avec la frontière mexicaine. Donc en fait, on voyait le Mexique quasiment depuis le sommet de la Lune. Alors comment s'est formé ce désert? Toujours pareil. Hein. C'est en fait, vous avez donc eu d'abord il y a 30 millions d'années une formation volcanique qui s'est mise en place, puis ensuite un premier glissement de terrain qui a complètement tassé toute la région, puis une extension crustale qui a provoqué vraiment un affaissement de plusieurs zones qui se sont retrouvées véritablement en dépression. Et donc, en fait, vous avez un système aujourd'hui qui est pratiquement, on peut dire, archaïque, c'est-à-dire qui n'est plus connecté à la mer. C'est-à-dire qu'en fait, le peu d'eau qui converge à cet endroit-là va y rester, puisque, en fait, vous le verrez tout à l'heure, on est sous le niveau de la mer. En fait. Donc, et il n'y a aucune pluie qui arrive, puisque de l'autre côté, il y a les montagnes, et donc les montagnes arrêtent complètement le peu d'humidité qui arrive de l'océan, et donc c'est terminé. Donc voilà un petit peu, voilà, donc ça c'est la route là qui passe là, et donc vous avez donc ce désert de dunes absolument extraordinaire, et les rebords donc de ce Graben qui sont à l'horizon. Hein. Et donc vraiment, c'est vraiment très spectaculaire. Alors, c'est pas pour rien si ça a servi aussi de lieu de tournage de films aussi, hein, je vais vous en parler juste après. Donc, bon, voilà. Très très beau coin. Voilà, donc là ils ont tourné effectivement en 1982 un des épisodes de Star Wars, pour ceux qui connaissent Star Wars, qui est censé se passer dans sur une planète désertique. Et donc effectivement, au printemps en 82, ils ont construit cet énorme décor de vaisseau. Ils se sont bien empressés de tourner avant le mois de mai, parce que vous comprenez bien après le mois de mai, c'était quand même assez invivable. Et donc voilà un petit peu les images donc, du retour du Jedi pour ceux qui connaissent, mais dans la réalité, c'est vrai que le décor s'impose à lui-même, et évidemment, voilà, on ne pouvait pas ne pas éviter cette escale avec, comme je vous le disais, effectivement, un gros coup de chaud, puisque j'ai pas quasiment eu un malaise, évidemment. À 50 degrés, je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment éprouvant. Hein. Vraiment. Donc voilà le petit camion. L'altitude, vous la voyez là, moins 15 mètres. Donc on était bien en altitude négative. Donc on était bien sous le niveau de la mer. Donc, hélas, il faut bien rentrer à la maison. Donc, comment retrouver son chemin? Il faut suivre les lignes électriques, tout simplement. Et je peux vous dire que c'est pas ça qui manque. Donc on longe, on voit également des éoliennes. Alors les éoliennes, là-bas, vous en avez des champs entiers. C'est-à-dire que vous pouvez rouler pendant plusieurs dizaines de minutes, vous ne voyez que des éoliennes. D'ailleurs, ça en dit long aussi, là aussi sur la politique de l'énergie renouvelable de la Californie, mais vous l'avez compris, tout ça est possible à condition d'avoir de la place, c'est toujours pareil. Et je peux vous dire qu'il y en avait énormément d'éoliennes de part et d'autre de la route. Et puis surtout, vous aviez ces chaos granitiques extraordinaires. C'est-à-dire que là, vous avez la route qui a été carrément tracée au milieu de ces chaos granitiques, toujours de la Sierra Nevada. Donc là, l'érosion s'en est donnée à cœur joie, et donc vous avez des tas de galets empilés, et ça sur plusieurs dizaines de kilomètres. Hein. Donc très très belle région. C'est la dernière traversée d'ailleurs, avant le soleil couchant, et le retour à la civilisation avec ces autoroutes qui vont donner plus de sueur. Et donc nous arrivons, pour terminer, à Los Angeles, que vous reconnaissez peut-être, avec son centre-ville. Et je voulais vous parler, pour terminer, de l'hôtel de ville de Los Angeles, qui est un très beau bâtiment de 1928, donc un peu style art déco, vous l'avez compris. Alors pourquoi je vous parle de ce bâtiment, mis à part que j'aime bien, beaucoup de drapeaux américains, hein, ils aiment bien les drapeaux américains. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un cas d'école de restauration de bâtiments historiques pour résister aux futurs séismes, puisque je rappelle que nous sommes à Los Angeles et que c'est une des villes les plus menacées par un futur gros séisme qui risquerait de tout détruire. Donc là, l'intérieur est, vous l'avez vu, bon, c'est un palais, hein, véritablement, du début XXe siècle. Mais toute la construction n'était pas du tout adaptée à un futur séisme. C'est-à-dire que déjà le séisme de 1989 de Loma Prieta
avait causé de nombreux dégâts aux bâtiments historiques, et il y avait certains qui étaient tombés même d'ailleurs. Et donc du coup, à partir des années 90, la décision a été prise de faire ce qu'ils appellent un rétrofit, c'est-à-dire de transformer ces bâtiments historiques pour qu'ils puissent résister à un séisme de magnitude 8. Donc comment faire pour transformer un bâtiment historique pour qu'il puisse résister à un tel séisme? Eh bien, il faut tout simplement désolidariser tout le bâtiment de ses fondations. Donc en fait, vous découpez toute la base, vous coulez des chape en béton en haut et en bas, et entre les deux, vous avez des espèces de tampons en caoutchouc. Ça a été inventé par les Japonais dans les années 80, ça. Et en fait, le bâtiment va reposer sur ces espèces de tampons en caoutchouc, et comme le sol au moment d'un séisme vacille, peut bouger de plusieurs dizaines de centimètres à l'horizontale, et bien tout ceci part à droite et à gauche, mais le bâtiment, lui, par inertie, va rester. Il va bouger beaucoup moins, ça sera amorti. Et à l'intérieur, bien sûr, on va renforcer. Alors bien sûr, ça sous-entend désolidariser le bâtiment également de tout l'encaissant, donc on a créé un vide technique tout autour, et on scie les fondations qui doivent être désolidarisées. Vous imaginez un petit peu le chantier qui a duré des années. Ils l'ont fait pour tous les hôtels de ville, les grands bâtiments néoclassiques des États-Unis. Là, vous avez une autre image qui en fait provient de l'hôtel de ville de San Francisco, qui lui aussi a dû être complètement modifié. Donc on voit bien ici que tout le bâtiment historique maintenant repose sur des fondations en caoutchouc, tout simplement. Alors c'est du caoutchouc spécial. Mais théoriquement, ces bâtiments vont pouvoir bouger, d'après ce que j'ai lu, jusqu'à presque 7 cm quand même. Ils pourront vaciller horizontalement sur 7 cm, ce qui devrait être suffisant pour résister à une très grosse secousse et éviter un effondrement, puisque je rappelle que les bâtiments, ce qu'ils n'aiment pas, c'est les mouvements horizontaux. C'est-à-dire qu'un mur est fait pour résister verticalement, à des forces verticales. Là, vous avez une force horizontale, donc là, tout peut vaciller, et c'est là que ça tombe, hélas. Souvenez-vous, le tremblement de terre de San Francisco en 1908, où tout avait été détruit. C'était une catastrophe. Vous avez un autre exemple ici sur un autre hôtel de ville de Auckland qui n'est pas très loin. Et donc là, ils ont carrément donc, désolidarisé tout le bâtiment donc, qui est mis sur patins. Hein, et ensuite, ils ont rajouté des poutres en acier en plus à l'intérieur avec des espèces de vérins, une espèce de, je ne sais pas comment on peut dire, des poutres transversales qui vont un peu plus rigidifier l'ensemble. Et théoriquement, le bâtiment ne devrait pas tomber lors du futur séisme qui, je le rappelle, est attendu depuis une trentaine d'années quand même maintenant. Hein. Donc l'énergie s'accumule au niveau de la faille de San Andreas et ça va péter. Un jour ça va péter. Quand? On ne sait pas. Voilà. Donc voilà le bâtiment qui aujourd'hui est parfaitement restauré. Alors je n'ai pas pu résister à regarder avec quoi il était fait. Donc là vous avez également toujours un très très beau granit, très très clair, très très riche en feldspath, qui donne cet aspect un petit peu marbré à l'ensemble. Et donc, bon, c'est un bâtiment assez massif parce que déjà à l'époque, ils avaient déjà un peu conscience que les bâtiments devaient résister à certains séismes. N'oublions pas qu'on est en 1928 là, et que San Francisco a été complètement rayé de la carte 20 ans avant. Donc, je pense que les gens avaient quand même un petit peu compris quand même à l'époque, mais évidemment, tout n'était pas aux normes comme aujourd'hui. Et donc voilà un petit peu quelques bâtiments fédéraux, on va dire, ou du moins de la mairie, que l'on peut voir à Los Angeles. Épilogue. Épilogue. Alors vous voyez au passage, quand vous habitez à Los Angeles, vous avez cette espèce de nuage de pollution permanente. Permanente. Et d'ailleurs ça se sent même. C'est-à-dire que vous vous sentez poussiéreux, quoi. Vraiment les cheveux, tout ça, enfin, vraiment ça m'a pas donné envie d'y vivre, hein, je vous le dis tout de suite. Alors voilà, un petit peu l'épilogue de mon circuit. Je vous ai mis une espèce de best-of de mes plus beaux souvenirs de ce séjour. C'est-à-dire qu'en 3 semaines, j'ai fait le plein d'émotions, franchement. Hein. J'ai fait l'amour à un arbre, vous imaginez, mais un arbre qui faisait 17 mètres de diamètre. C'est quand même pas celui-là quand même, mais bon, un peu de Marseille peut-être. Hein. Mais voilà, vraiment, j'ai vu des séquoias grands comme des maisons. La souche était grande comme une maison. L'arbre était grand comme une cathédrale. J'ai vu le plus grand cratère météoritique
existant sur Terre et en parfait état. Je me suis pris pour John Wayne sur mon cheval. J'ai touché du doigt la faille de San Andreas. Imaginez, émotion garantie. Le Grand Canyon, extraordinaire. Complètement fou. Imaginez les gorges du Tarn qui font la taille de Midi-Pyrénées. Bon, c'est ça. C'est un truc complètement surnaturel. Je me suis réveillé authentique. J'ai pris cette photo depuis le fond de ma tente. C'est-à-dire que vous ouvrez la tente le matin, parce qu'on était arrivé au milieu de la nuit, et on ne savait pas où on avait planté la tente. J'ouvre la tente et je vois ça. Le soleil qui se lève derrière Monument de Vallée. Là, je crois que là, on peut mourir peut-être après, mais pas tout de suite, j'ai pas tout vu. Ensuite, j'ai vu bien sûr ce geyser extraordinaire, hein, bien sûr, Old Faithful, 30 mètres de projection de flotte. J'ai vu ce lac salé. Imaginez une étendue de sel qui va jusqu'à l'horizon, on se croirait sur une autre planète quasiment. Évidemment, la vallée du Yosemite extraordinaire, des falaises de granit de 1000 mètres de haut. Je ne sais pas si vous imaginez ça, extraordinaire. J'ai assisté à une éclipse dans un des plus beaux endroits de la planète, avec le grand téton en toile de fond, émouvant. J'ai vu des cheminées de fées par milliers à Bryce Canyon. Extraordinaire, quasiment un tableau de maître à l'état brut. J'ai vu des fontaines pétrifiantes au fin fond du Yellowstone. J'ai vu des arches de pierre sculptées par le vent et l'eau. Mais on se demande d'ailleurs comment ça tient. L'éclipse, j'en parle même pas. Émotion garantie. La tour du diable, peut-être l'endroit le plus mystérieux, je dirais. Vraiment. Quand on fait le tour de la tour du diable, on fait le silence. Vraiment. Parce que là, on se dit c'est bizarre, c'est magnifique. On peut comprendre que les Amérindiens avaient fait de cet endroit un lieu sacré, et qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui viennent déposer des trucs, vous savez, des petits foulards, des trucs comme ça. Ben, il y a quelque chose. Et puis, bien sûr, les présidents que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, voilà un petit peu feu d'artifice de ce séjour qui restera bien sûr dans les annales de ma vie. Et ça, c'était la vie d'avant. J'espère qu'on va retrouver un peu la vie d'après, que je pourrai repartir en voyage pour vous raconter des trucs, parce que sinon, je vais devoir oublier de recycler. Non, ou alors peut-être il faudrait que je fasse des excursions en aviron. Et alors, qu'est-ce qui va me rester de tout ça? Il va me rester un tableau, parce que ça, c'est mon cadeau d'anniversaire. Ça, c'est mon cadeau de Noël, plus exactement, que je me suis payé. En fait, j'ai commandé à un peintre versaillais à Noël, enfin, plus que Noël, une peinture représentant la vallée du Yosemite. Et donc, j'ai pu l'encadrer dans mon salon. Et donc, tous les jours, je pense à mon séjour américain au fin fond de la Sierra Nevada. Et donc ça restera effectivement un très beau souvenir pour moi. Et j'ai été ravi bien sûr de partager mes vacances avec vous. Merci. Voilà, les prochaines vacances au Cap d'Agde, ça sera vraiment marrant. Pas que le Cap d'Agde, il y a la mer. Au Cap d'Agde, il y a un volcan. Il y a un volcan. Et peut-être qu'on en parlera un jour du volcanisme. Donc, si vous avez des questions, je peux y répondre. Sauf si c'est le nom de la fleur qu'on n'a pas vu. Évidemment. Grand merci à Christophe. Je dois dire que le peintre m'a bluffé. Ah, je ne m'attendais pas. Je lui ai dit, vous me faites un beau tableau. En fait, c'est inspiré d'un peintre du 19e siècle, de Albert Bierstadt, qui était un peintre allemand expatrié aux États-Unis et qui était véritablement le peintre de l'Ouest sauvage. Et en fait, ce genre de tableau, c'est le genre de tableau que vous avez à la Maison Blanche, comme ça. Et en fait, c'est ce monsieur, par ces tableaux très spectaculaires, qui font 3 ou 4 mètres de large, hein. Celui-ci est exposé à Washington actuellement. Donc, enfin, le mien, il est chez moi maintenant. Il ne fait pas 4 mètres, je vous rassure. Ce sont les tableaux de ce monsieur qui ont donné envie aux Européens de partir coloniser notamment l'Ouest. Parce que ce monsieur était venu en Europe et il faisait un petit peu la publicité pour le gouvernement américain. Et c'est vrai qu'avec des tableaux comme ça, on se dit, mais quand même, c'est le paradis terrestre, ce truc-là. Bon,
bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il y a des loups, il y a des ours, il y a des serpents, voilà. Mais c'est vrai que j'admire vraiment ce genre de peintre, parce que, en fait, le monsieur, il allait vraiment sur place, et alors il faisait pas le tableau sur place, mais d'après ce que j'ai vu, il faisait plein de petits croquis de tout ce qu'il voyait. Là, il avait assisté manifestement à un orage dans la vallée du Yosemite, et ensuite il faisait sa composition comme les grands maîtres en atelier, et c'est vraiment des compositions qui sont épiques, comme on peut dire ça, et c'est vrai que ça ressemble quand même à ce que j'ai vu, hein, la vallée du Yosemite, c'est vraiment ça, c'est cette espèce de lac. Alors, je pense qu'il y a un peu d'interprétation de l'artiste, parce qu'il n'y a pas ce pic rocheux derrière, mais par contre, les falaises ici, qui font 1000 mètres de haut, avec cette cascade exceptionnelle, ça existe vraiment. Et on peut comprendre que des Européens qui étaient habitués de voir les paysages d'Europe qui arrivent là, bon, évidemment, il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, c'était des gens qui étaient en mode survie. C'est-à-dire qu'ils arrivaient avec rien, ils avaient juste une calèche et peut-être une vache ou je ne sais rien, mais c'était vraiment des pionniers. Et alors, bien sûr, il y avait aussi effectivement les Amérindiens qui étaient là, mais il faut bien se rendre compte que c'était extrêmement dépeuplé. Enfin, il y avait pratiquement... c'était la nature qui était restée vierge. Et c'est vrai que... D'ailleurs, les Américains appellent ça wilderness, je crois qu'ils appellent ça comme ça, je ne sais pas si vous connaissez le terme. C'est vraiment un terme propre aux États-Unis pour qualifier la nature sauvage. Wilderness, un truc comme ça, je ne sais plus comment on dit, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Et ils ont cette définition de la nature sauvage que nous n'avons pas en Europe. Parce que forcément, en Europe, la nature sauvage, ça fait hélas très longtemps qu'on l'a complètement détruite dès le Moyen-Âge, en rasant les forêts, etc. Et aux États-Unis, vous avez encore des endroits qui sont aujourd'hui protégés, bien sûr, par la loi fédérale, parce que ce sont des parcs nationaux, où on ne peut absolument rien faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas couper d'arbres, on ne peut pas, sauf si c'est nécessaire pour des raisons d'entretien, mais la chasse est interdite, etc. Les animaux vivent à l'état sauvage. Je ne sais pas si vous avez vu quelques documentaires qui passent sur Arte, parfois sur le Yosemite ou sur le Yellowstone, mais c'est à pleurer de beauté, c'est extraordinaire. Alors évidemment, pour pouvoir vraiment voir ce qu'on voit dans les documentaires, inutile de vous dire qu'il aurait fallu que je reste un peu plus longtemps. J'ai quand même pu voir quelques cervidés comme ceux-là, et d'ailleurs des cervidés très près, c'est-à-dire qu'en fait ils n'ont pas peur de vous. C'est-à-dire que je les ai vus comme je te vois là. Ils n'ont pas peur, ils viennent manger pratiquement devant le restaurant, ils sont totalement habitués, on va dire, à ces drôles d'homo sapiens qui viennent les prendre en photo et éventuellement leur donner un petit bout de trucs à manger. Mais, et puis même parfois, beaucoup d'animaux sauvages, c'est-à-dire qu'il y en avait des champs entiers de cervidés ou de marmottes. Je ne sais pas si vous vous rappelez des marmottes que je vous avais montré. Bien sûr, les bisons, extraordinaires, les bisons du Yellowstone. Non, vraiment, c'est vraiment de la nature dans grand format. Voilà. On peut comprendre que les États-Unis aient ensuite un peu inspiré beaucoup de monde et inspiré le cinéma aussi, parce que c'est très cinématographique. Ces paysages sont absolument extraordinaires. Donc vraiment... et la géologie, bien sûr, à l'échelle d'un continent. Voilà. Et je rappelle que je n'ai visité que la moitié. Et encore, je n'ai pas tout vu, on est bien d'accord. Hein, je pense en avoir vu, sans trop me vanter, je pense en avoir vu plus qu'un Américain moyen. Parce que j'ai discuté avec certains Américains au camping, et quand on leur racontait qu'on avait déjà visité 10 États, le mec il n'était jamais sorti de son État. C'est quand même dommage, mais... effectivement, beaucoup n'ont pas, peut-être déjà n'ont pas les moyens, parce qu'il ne faut pas se leurrer la face, il ne faut pas se leurrer. Bon, sans vous cacher, tout frais payé, ça m'a coûté 3 000 €. Mais parce que je n'ai pas dormi à l'hôtel. Hein. C'est du camping. C'est du camping façon Clodo, là. Hein. Excusez-moi, vous avez vu la gueule que j'ai à la fin. Donc, mais bon, on va dire peut-être que je ne ferai pas 60 ans. Mais je ne regrette pas d'avoir fait ça, et si jamais je peux en faire d'autres, ça sera bien, c'est sûr. Mais c'est sûr que la partie Est,
j'ai bien compris que la partie Est sera très différente. Parce que la partie Est a été beaucoup plus urbanisée, beaucoup plus tôt. Dès le XVIIIe siècle, en fait, vous êtes quasiment en Europe dans la partie Est. Vous avez des bâtiments, on se croirait dans des villes européennes, quasiment. Ce qui est très beau, mais ça ne sera peut-être pas l'objet d'une conférence géologique. Sauf si je visite les Appalaches, mais rassurez-vous, j'aurai toujours un truc à vous raconter. Il y a le Muséum d'histoire naturelle de New York, il paraît qu'il faut une semaine pour tout voir, vous avez compris. Donc voilà, si vous avez des questions, je peux y répondre, parce que je suis encore lancé dans le truc, et après je vais m'effondrer dans un lit, et voilà. Il relève d'une longue maladie, une longue période difficile. Oui, il y a un virus qui circule, paraît-il. Et donc effectivement, j'étais un peu fatigué, on va dire. Un petit peu fatigué.